Merci parce qu'avec nous, une fois encore sur Télévision Pacifique pour émission Point par Point. C'est rendez-vous pour nous parler sur tout ça qui regarde le pays d'Haïti et ça va passer dans la communauté haïtienne. C'est un rendez-vous pour nous faire discussion, réflexion sur le pays d'Haïti. Un pays qui est en crise d'après un peu le monde et surtout d'après ça qui a passé dans le pays. Si nous apprenons dernière moitié année 2018, là, depuis mois juillet, le pays d'Haïti a une crise qui est visible, une crise politique, une crise sociale. Et selon un peu le monde, ces manifestations, il y a un malaise qui existait dans la société, un petit crasse pifon. Je dis à nous là pour nous discuter sur ça, mais pour nous surtout garder quelques propositions à faire. C'est tout le temps nous entendons dire qu'il y a tellement chirépite dans le pays d'Haïti, il faut que nous fassions chita parler. Il faut que nous fassions un gros rumblé et il y a de l'autre concept qui vient avec eux, tant question conférence nationale. Oui, il dit c'est important pour nous chita parler haïtiens pour nous garder si nous devons changer orientation dans le pays. Il parle tout de état généraux sectoriel de la nation et d'ailleurs il y a une initiative, il prend déjà dans ce sens. Le président Jovenel Moïse monté une commission pour organiser état généraux. Aujourd'hui, on a parlé avec non seulement un monde qui est un chercheur, un sociologue, un docteur même en sociologie, mais tout qui impliqué dans la question état généraux sectoriel. C'est le professeur Fritz Dorvilliers. C'est avec lui qu'on a fait brasser l'idée aujourd'hui pour nous connaître qui est conférence nationale, qui est pas conférence nationale, qui est important, est-ce que c'est conférence nationale ou bien état généraux, et si nous devons faire, pour qui ça pour nous faire. Merci parce qu'on avec nous. On a tout à l'heure. Avec nous sur Télévision Pacifique jeudi, on a fait parler sur la crise qui gagne dans la société haïtienne et quelques propositions à faire pour nous chita parler. Qui ça chita parler ça est-ce que c'est important? Est-ce que nous pas faire déjà? Et est-ce que nous pas devons faire sur notre forme? Professeur, c'est un plaisir de recevoir. Plaisir partagé, M. Zidore. Donc, c'est un plaisir pour me partager ensemble de réflexions avec vous et avec tout le monde qui a regardé l'émission. D'abord, comme chercheur, là nous dit conférence nationale, état généraux, ou bien de l'autre, l'idée vient avec eux qui est moins théorisée, tant que rumblé, chita pas l'âge. Est-ce que c'est deux concepts qui sont interchangeables? Oui, en quelque sorte, ça dépend de contexte là, ça dépend de acteurs qui peuvent utiliser de concepts ça. Mais le plus souvent, c'est un ensemble de mots, c'est un ensemble de vocables, c'est un ensemble de notions, de concepts pour faire une nécessité pour gagner une forme de dialogue, une forme de concertation, une forme d'échange, donc de délibération. Le concept fondamental là, c'est le concept de délibération. Délibération non pas dans le cadre d'une institution classique, par exemple le Parlement, ou bien un conseil communal, etc., mais en délibération populaire, dans le sens que un ensemble de citoyens et citoyennes qui chita et en côté, qui réunit en côté, qui a discuté sur un ensemble de points qui problématiques, un ensemble de problèmes qui a confronté en dans milieu, en dans territoire côté et à vivre là. Donc le fait est que Mounsayo gagne un objectif c'est régler, c'est résoudre problème que y a confronté. C'est que il n'y a pas qu'à quitter sur un individu, un citoyen seul qui fait les, il n'y a pas qu'à quitter sur un groupe de citoyens peut-être oligarchiques qui a dirigé, qui a de moyens, qui a de connaissances, qui a l'argent, qui a pouvoir, etc. qui fait les, mais les citoyens ils mettent tête ensemble pour délibérer, pour discuter et prendre des décisions par rapport avec problème ça. Car il est le en Haïti, il y a plusieurs noms. Bali, déjà, dans l'histoire de réflexion, de libération, ça. Il y aurait le combitisme, qui dit qu'il y a besoin d'un combit national. Il y aurait la conférence nationale, il y a qui parlait de solidarité nationale, de solutions pour Haïti, de grands débats, chita parler, chita attendez, forum, assemblée de concertation, assemblée de conciliation, assemblée du peuple, congrès de la Renaissance, congrès du renouveau, congrès pour la refondation nationale, contre
contrat social, nouveau contrat social, assemblée pour la réconciliation nationale, dialogue national, états généraux de la nation. En fait, il y a parlé de même magasin, de nécessité pour les citoyens de la société civile, chita discuter entre eux et que mélanger après coup avec les responsables politiques de problèmes. Nous allons venir même sur le concept, je pense que yo tout pas capable dire même bagaille selon moi-même. Mais qui ça qui montre que y a une nécessité pour nous réaliser bagaille? Non, mais ça montrait là, on dit l'introduction, parce que nous sommes société de crise, nous sommes société qui est en crise, qui sont en crise profonde, même en crise comateuse, nous sommes pays qui presque en léthargie, qui l'ont profond coma, c'est-à-dire que son pays qui n'est pas ni vivant ni mourir, c'est ça, c'est un moment critique, c'est entre les deux, entre le dépérissement total et une santé, c'est-à-dire que c'est ça la notion de crise, une notion qui était avant tout dans le domaine du droit, qui passait dans le domaine de la médecine, actuellement qui dans le domaine du social, donc en société en crise, c'est comme un corps qui est malade, donc un corps qui n'est pas en état de santé, l'état de fonctionnement normal, mais en même temps encore qui pas dépéri totalement, qui pas mourir en quelque sorte, parce que quand même c'est entre les deux, entre la vie et la mort, la crise dans ce sens-là, c'est-à-dire que la société est dans cet état-là, la société haïtienne, dans son crise globale, en crise systémique, en crise profonde dans tous les secteurs de la société, ou en crise politique, en termes de gouvernance, de gouvernabilité de la collectivité, ce qu'on appelle en gouvernabilité erratique, ou en crise économique, en termes de production de richesse dans le pays, il n'y a pas qu'à produire assez de richesse pour satisfaire les besoins dans le pays, voire pour échanger de richesse pour être capable d'acheter l'autre bien et service que vous pas produit ou même en termes d'échanges internationaux, aux crise socioculturelle en termes d'institutions de base de la société. On voit très bien comment fonctionne l'institution fondamentale qu'est l'école. L'école est tout à fait dysfonctionnelle, notamment en termes de qualité et de quantité, ou bien d'autres secteurs, d'autres sous-secteurs dans le grand secteur social, par exemple la santé. On voit le système sanitaire tout à fait déplorable. Nous gagnons de crise aussi, de crise de la matérialité même de notre territoire, de notre le substrat même de notre société, c'est l'environnement, donc un environnement dégradé, c'est la pollution, c'est la dégradation, l'érosion, c'est la déforestation, etc. Donc, c'est-à-dire que en fait, nous vivons une crise qui est corrélée, quand nous vivons un problème démographique, nous vivons un décalage démo-économique, quand nous vivons une croissance démographique tout à fait importante et parallèlement ou presque décroissance, sinon stagnation économique. Donc c'est une société qui tourne sur elle-même avant de s'effondrer. C'est comme un monde qui pour un baffe, on va tomber, la tourner, le perdu connaissance et puis il est tombé. C'est ça notre société, une société véritablement profondément. Donc diagnostic ça on montre là, montrer. Est-ce que ça suffit pour dire que schéma classique là, faut que nous fassions camper sous lui, c'est-à-dire mettre des dirigeants qui sont compétents ou bien de monde qui a exercé une compétence, qui a appliqué des politiques publiques qui sont efficaces. Est-ce que schéma ça faut que nous fassions camper sous lui pour nous faire ça nous les conférencements, pour nous faire ça nous les états généraux? Non, on n'a jamais fait ça nulle part, on n'a jamais fait ça, c'est-à-dire que nous sommes dans la modernité politique, non pas dans l'espèce, non pas sur un territoire qu'on a vu comme des tribus, de manière tribale. Nous sommes population, nous avons des problèmes, mais nous aussi quand même, nous inscrivons d'ailleurs très tôt avec notre pays, la révolution de 1804, toute la période révolutionnaire, c'était de cette perspective-là pour s'inscrire dans cette modernité politique-là, c'est-à-dire que pas de suggestion, pas d'esclavage, pas de domination brutale, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se choisit ses dirigeants en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on est libre à la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est-à-dire que c'est en modernité politique, c'est-à-dire qu'on élit des représentants, on a des institutions modernes et démocratiques qui fonctionnent, des institutions modernes, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cadre de la tribu où la justice est personnelle, la justice est privée, on
a une justice publique, on a une justice, un système judiciaire, on a un système évidemment politique qui fonctionne, le Parlement, l'exécutif, on a des institutions qui fonctionnent encore en relation avec ces institutions-là, c'est-à-dire qu'on est dans une modernité politique. Ce serait véritablement, je ne sais pas, un retour vers l'archaïsme, un retour vers la tradition, vers une société archaïque, de dire, voilà, on a mis fin, non, modèle ça, mais quel modèle? Le modèle, c'est un modèle moderne, la démocratie moderne, la gouvernabilité moderne. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des institutions politiques, presque classiques, comme le Parlement, comme le système judiciaire, comme le pouvoir exécutif, la séparation des pouvoirs, l'entrecroisement des pouvoirs, donc la collaboration, comme le dit Montesquieu, la collaboration des pouvoirs formant la structure étatique, parce que c'est l'État. Mettre tout ça de côté, c'est mettre de côté aussi l'État moderne. Nous sommes dans le cadre de l'État moderne. Donc le problème, c'est de se demander comment résoudre cette crise-là. On peut se poser la question, est-ce que ces institutions classiques n'ont pas failli? Ou si elles ont failli, est-ce qu'on pourrait trouver une solution à partir de leur mise à l'écart? Moi, je ne crois pas, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Est-ce qu'on va réformer ces institutions-là? Est-ce qu'on va les remodeler? Est-ce qu'on va les réorienter pour pouvoir, évidemment, s'inscrire de plein pied véritablement dans cette modernité politique? En nous chita dans l'essence concept, conférence nationale, ça implique qui ça? État généraux sectoriel, ça implique qui ça et qui ça baille. Oui, mais ces deux dispositifs de gouvernabilité, ils viennent dans le contexte de crise. On a parlé là, parce qu'en Haïti, nous avons un contexte de crise totale, de crise globale et systémique. Donc, est-ce que, sans façon, on nous dit que les institutions classiques pas assez de force et de légitimité pour aider à résoudre le problème, ça. Parce qu'il même fait partie du problème. Non? Donc, on ne peut pas dire que, parce que créer, pas seul évidemment, il y a la société civile, les acteurs, la population, etc. Mais c'est un élément, soit acteur important dans un système ou participer à créer une crise-là, ou pas qu'un seul acteur qui est capable de trouver des solutions. À ce moment-là, il faut que vous demandez concours. Concours, ça, c'est le concours de la société civile, formé au sens, évidemment, moi-même, prendre au sens de Jürgen Habermas, qui est formé d'un tissu associatif, d'un ensemble d'associations qui n'ont pas de but véritablement lucratif, qui n'ont pas de but politique en termes de prise de pouvoir, de gestion du pouvoir directement, mais c'est d'un tissu associatif qui a participer dans le contrôle de l'exercice du pouvoir, donc qui a un rôle de surveillance des pouvoirs institués. Et qui réunit, puis échanger, délibérer, faire des diagnostics par rapport aux problèmes que membres doivent confronter et faire des solutions. Donc c'est un concours à l'État, la défaillance en quelque sorte, on limite des institutions classiques, donc poter en forme de un peu de carburant, on souffle nouveau au fonctionnement de ces institutions-là, parce que nous constatons que c'est une crise à tout, ils sont crises, pas seulement haïtienne, mais ils sont crises de la démocratie représentative, c'est-à-dire que population à l'élection, citoyens à l'élection, ils ont élu deux gouvernants, mais une fois arrivés au pouvoir, c'est comme si ces gouvernants ne représentent pas, ces représentants ne représentent pas véritablement les représentants. À ce moment-là, nous trouvons une crise de la démocratie représentative qui c'est en forme de direction, de gouvernabilité indirecte, parce que la population ne peut pas se diriger, se gouverner directement. La population donne un mandat, en quelque sorte, ou des mandats à des individus, des élus à tous les échelons de l'administration, des élus nationaux, des élus régionaux, des élus locaux en quelque sorte pour pouvoir les représenter. Mais le fait est qu'on constate que cette représentation elle-même devient problématique, cette représentation devient défaillante. Maintenant, l'une des solutions pour pouvoir résoudre cela, c'est ce qu'on appelle, avant on a appelé la démocratie
participative, donc où les populations veulent participer beaucoup plus à la gestion de la chose publique, de la collectivité, par la surveillance, par des pétitions, par des dénonciations, etc. Donc par ce qu'on appelle, ils font répertoire de l'action collective, par l'action collective. Qui est une manifestation de rue, tout. Oui, évidemment, bien sûr, son forme classique de participation à la vie démocratique, manifestation de rue, sitting, etc., etc., blocage de routes, blocage d'entrée des institutions républicaines, etc., dénonciation. Il y a un répertoire dans lequel figure un ensemble d'actions qu'on appelle la mobilisation collective, donc le répertoire de la mobilisation collective. Et il y a d'autres formes aussi, par exemple, les conférences nationales, les états généraux, en quelque sorte, sont aussi des dispositifs pour inciter la population à participer à la gouvernabilité de leur pays. C'est qui ça? La conférence nationale, ça a lui-même ligon histoire, parce que quand même, l'histoire, c'est que l'hérité même de la Révolution française, donc parce que son variance, sinon son variété de ce qu'on appelle de l'Assemblée nationale constituante, c'est-à-dire que c'est quand même un dispositif qu'on retrouve déjà théorisé dans le contrat social du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui en termes de souveraineté populaire, qui détient véritablement la souveraineté. Dans cette perspective-là, c'est une manière de dire que la souveraineté ne doit pas s'exercer de manière indirecte, la souveraineté doit s'exercer directement par le peuple à travers des assemblées évidemment territorialisées, localisées en fonction des lieux de vie des citoyens. C'est très radical comme perspective de gouvernabilité, parce qu'il n'y a pas véritablement confiance, tout comme Rousseau n'a pas un penseur philosophe de la démocratie, qui n'a pas véritablement confiance dans cette démocratie représentative. Donc la conférence nationale tire son origine dans cette théorie du contrat social, de la légitimité démocratique, de la souveraineté populaire. Ce ne sont pas les trois pouvoirs qui incarnent cette souveraineté-là dans cette perspective-là, mais c'est le peuple qui incarne directement la souveraineté, comme on le dit, de la nation, la souveraineté populaire. Mais non, on parle de conférence nationale à partir, évidemment, en passant par les États généraux, une institution fondamentalement occidentale, française. Et depuis évidemment le 15e siècle qu'on organise, le 14e siècle qu'on organise les États généraux, donc sur convocation du roi, pour délibérer sur des questions fiscales, des questions diplomatiques, des questions budgétaires, etc., des questions militaires, épisodiquement à ce moment-là, et puis jusqu'à 1789, les derniers États généraux qui ont abouti à la Révolution française. Donc les États généraux qui n'avaient pas véritablement un mandat représentatif, puisque tu allais parler de la représentation, du mandat représentatif. Maintenant, parce que lui-même était un mandat impératif, c'est-à-dire qu'il faut dire, il faut aller porter des doléances comme elles sont formulées de la population. Or, c'est un revirement qui a été fait lors des États généraux de 1789. À ce moment-là, on ne porte plus. Les gens se sont transformés, les élus, les délégués, les députés se sont transformés évidemment en représentants du peuple. Ils ne portaient plus la parole des citoyens, sinon les doléances des citoyens, mais ils parlaient à ce moment désormais au nom des citoyens. Donc c'est une forme aussi de participation politique pour pouvoir mieux s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Mais à ce moment-là, on allait avoir des états généraux dans d'autres pays, des états généraux du Canada français, évidemment, qui allaient déboucher sur la révolution culturelle, parce que l'autonomie relative du Québec, d'autres états généraux sur d'autres questions. Actuellement, en France, on fait des états généraux sur sectoriels, sur la bioéthique, sur l'agriculture, sur l'environnement, sur l'université, etc.
Mais en parlant de conférence nationale, on a vu cette expérience-là beaucoup plus en Afrique. Conférence nationale, après les indépendances des années 60, parce que tout simplement, bon, on n'aura pas le temps d'en parler largement, parce que c'était pas... Nous, en Haïti, on était déjà dans une phase on peut dire, de renforcement de l'État, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, notamment après ce qu'on appelle le point 4 du discours de Truman, le discours sur l'état de l'Union, et le point 4 concerne évidemment la question de l'aide au développement. Donc à ce moment-là, il y avait un volet de renforcement, ou du moins de fondation même de l'État, parce que même en Amérique latine, on avait déjà un État depuis plus d'un siècle, évidemment, dans les années 60, un siècle et demi, on avait déjà des États dans l'Amérique latine. Haïti était déjà un État depuis 150 ans, au moment où les pays africains prenaient leur indépendance, en quelque sorte. À ce moment-là, c'était pas la même, on ne pensait pas l'État sous le même angle. En Afrique, c'était la mise en place de l'État. Or, chez nous, c'était le renforcement de l'État, la consolidation, le renforcement de l'État. Donc, à ce moment-là, après les indépendances, on a connu, c'était le chaos en Afrique. Les colons, en quelque sorte, sont partis. Les pays, les empires coloniaux sont en quelque sorte démembrés. Les pays versent dans un chaos indescriptible en termes parce qu'ils n'avaient pas véritablement l'expérience, le leadership, l'expérience de gouvernement. Il n'y avait pas une population assez, pas du tout éduquée. Les institutions classiques, ils n'avaient pas véritablement cela. C'était un embryon, des institutions embryonnaires mises en place par les puissances coloniales. Parce que tout simplement, ce qui intéressait les puissances coloniales, c'est l'exploitation, évidemment, des matières premières, des ressources naturelles de ces pays-là. Donc, au départ des colons, il n'y avait pratiquement rien. Donc, de l'indépendance des années 60 aux années 90, c'était un chaos, des descriptifs, dictatures militaires, crises, tueries, conflits, guerres, etc., dans la plupart des pays d'Afrique, notamment l'Afrique francophone. Donc à ce moment-là, on a décidé de faire, étant donné cette crise, une crise politique, une crise de gouvernabilité véritablement sur des pays qui étaient pratiquement ingouvernables. C'est à ce moment-là qu'on est venu avec cette question de conférence nationale. Donc, c'est-à-dire que réconcilier les populations presque dans un conflit tribal, donc essayer de mettre en place un État fonctionnel, mettre en place des institutions solides, mais pour ce faire, il fallait trouver une entente parce que tout simplement, ces pays étaient déjà presque 20 à 30 ans de gouvernabilité chaotique, dictatoriale, etc. La plupart des dictatures militaires, il fallait sortir de cette gouvernabilité totalitaire, dictatoriale et militaire pour évidemment prendre la voie de la démocratie. C'est dans cette perspective de cette transition démocratique, ce qu'on appelle la transition vers la démocratie, qu'on a organisé les conférences nationales en Afrique, notamment la première conférence nationale qu'on a organisée au Bénin. Mais en gros, ce qu'on a fait dans ces conférences nationales-là, notamment la plupart des pays, les pays d'Afrique francophone, c'est-à-dire que il y a évidemment l'initiative de la conférence nationale, soit proposée par des groupes de l'opposition, des groupes qui réclamaient la démocratisation de ces régimes-là. On convoquait une assemblée, évidemment par le biais de choix de délégués, parfois le pouvoir choisit les délégués, parfois il y a d'autres mécanismes de choix de ces délégués-là. On forme une assemblée, ce qu'on appelle l'assemblée, pour faire cette conférence-là, la conférence nationale. Les délégués forment les représentants des localités, des représentants de secteurs, etc. C'est un mélange. À ce moment-là, ils vont délibérer, ils vont discuter en quelque sorte pour faire des choix. Et entre-temps, une fois la conférence, évidemment, les recommandations sont faites, on va avoir un gouvernement de transition, le plus souvent dirigé par des technocrates, ce qu'on appelle, dans le cadre des conférences nationales, la technocratie, la transition par le biais via la technocratie, soit d'anciens fonctionnaires africains, des institutions supranationales, comme la Banque mondiale, comme le PNUD, etc., d'anciens fonctionnaires de haut niveau, de cadre de ces institutions-là,
qu'on nomme Premier ministre. Le Premier ministre est chargé de réglementer, de produire un ensemble de réglementations pour la transition vers la démocratie, et après on fait des élections. Mais ces conférences nationales-là ont donné des résultats mitigés, mis à part au Bénin. Dans la plupart des pays, on a vu des présidents qui ont été destitués revenir au pouvoir par la suite par des élections. On a vu évidemment des élections frauduleuses, truquées. On a vu des gens qui sont arrivés au pouvoir à la faveur de ces conférences nationales-là, qui sont devenus des dictateurs, des pouvoirs tout à fait dictatoriaux en quelque sorte. Donc les conférences nationales n'ont pas donné les résultats attendus en Afrique francophone, mis à part au Bénin. Mais là encore, parce que tout simplement dans ces conférences-là, il y avait une vision, il y avait un objectif principal. L'objectif principal, c'est le développement. Il faut voir actuellement, de 1990-91 à aujourd'hui, le processus d'évolution, sinon de développement de ces pays qui ont réalisé les conférences nationales. Il faut voir aussi l'état de leur secteur politique, de leur sous-système politique. Ce ne sont pas les pays les plus si démocratiques que cela, malgré le fait qu'ils ont réalisé les conférences nationales. Parce que pour pas sur télévision Pacifique, je dis à nous recevoir docteur Fritz Dorvilliers qui a discuté avec nous sur question conférence nationale, états généraux, Wumblé, Chita parler, Chita attendez, tout ça nous connaît comme concept qui voulait dire faut nous font discuter entre nous pour nous connaître qui gens a orienté politique publique, qui qualité pays nous voulons, gens nous toujours à poser question ça. Merci parce qu'avec nous, nous avons tout à l'heure pour nous continuer la discussion ça. Merci parce que vous êtes avec nous. Nous avons aujourd'hui à Dr Fritz Dorvilliers sur question conférence nationale. Professeur, je remercie pour tout ça comme précision technique et scientifique sur le concept. Mais nous avons regardé la situation du pays d'Haïti. Nous voyons vraiment c'est une grosse proposition à faire. Conférence nationale, états généraux sectoriels. Je dis, situation du pays d'Haïti, est-ce que est favorable à deux démarches comme ça? Oui, mais est-ce que le favorable, évidemment que le favorable en forme de concertation, est favorable en forme de discussion, de dialogue, c'est-à-dire qu'une forme de communication entre les citoyens, c'est-à-dire que il faut que des groupes de citoyens mettent tête ensemble dans deux formes associatives, que discuter de problèmes qu'ils ont confrontés dans le côté à vivre. C'est vrai que nous connaissons déjà en Haïti, parce que il y a une association locale qui a fonctionné dans le pays d'Haïti, bien que vienne pervertir un peu par rapport aux logiques d'ONG, de aide internationale, etc. Mais nous avons plus ou moins tradition associative, ça, en forme de l'associationnisme en Haïti même. Nous avons Combit, déjà en forme de collaboration pour le travail agricole et d'autres travaux dans ce pays. Donc nous avons une base culturelle, socioculturelle, pour que nous parler, discuter, délibérer sur ensemble de problèmes qu'il y a confrontés. Donc c'est pour me dire que chita parler nécessaire, donc discussion nécessaire, dialogue nécessaire. Mais maintenant, c'est qui objectif dialogue ça? C'est là, ça va causer des dissensions, des conflits. Qui est objectif principal dialogue ça? Qui est objectif, en termes d'objectif général principal, qui est objectif spécifique dialogue ça? Et qui contenu nous en oui, mais bien sûr, c'est-à-dire que c'est par rapport à l'objectif là qu'on parle le contenu ça, et qui forme, qui modalité d'organisation que vous pourrez le faire, et qui en degré d'autonomie dialogue ça. Ce ne sont pas prendre trois éléments ça, évidemment, ou pas qu'à dire est-ce que nous voulons, est-ce que nous pas voulons, dialogue. Donc, la question qu'on doit se poser aussi, est-ce que nous prenons forme ça qui fait en Afrique déjà? Est-ce que nous avons copié ça qui fait en Afrique? Est-ce que nous avons transposé l'expérience des conférences nationales africaines en Haïti?
Bon, ça me carré pour nous, c'est un peu absurde de faire cela. C'est donc parce que tout simplement, la réalité n'est pas véritablement même. Parce qu'en Afrique, il y avait le chaos était beaucoup plus généralisé, il y avait des dictatures, il y avait des gouvernements militaires, tortionnaires, il y avait des guerres civiles, il y avait des guerres tribales, il y avait des problèmes de religion, des problèmes de région, etc. Des problèmes véritablement entre des peuples partageants, parce que nous-mêmes, nous pas véritablement considérés comme étant un pays constitué de peuples. Ça, nous sommes capables de dire son avantage que lié pour Haïtiens, même qu'on dit monde dans le nord, monde dans le sud, monde dans l'ouest, mais nous reconnaissons comme véritablement, nous avons une histoire commune, nous avons une histoire fondatrice, nous avons une expérience fondatrice, homogène, qui c'est l'expérience plantationnaire, l'expérience de l'esclavage, l'expérience de l'indépendance, qui fait que nous sommes un peuple qui, dans cette perspective-là, homogène du point de vue politique. Donc, est-ce que nous prenons l'expérience africaine pour nous transposer ici? Non, il n'est pas qu'à marcher parce que, réalité, actuellement, nous n'avons pas de guerre civile en Haïti, nous n'avons pas de gouvernement militaire, nous n'avons pas de dictature, et ça fait un bon nombre de temps, depuis les années 90, au moment où nous-mêmes avons fait conférence nationale, nous-mêmes nous lançons dans un processus démocratique. N'oubliez pas que même avant la réalisation des conférences nationales en Afrique, on a quand même voté par voie référendaire une constitution, la constitution de 1987, presque 3 ans avant la réalisation des conférences nationales en Afrique. Donc, on a constitué une assemblée, on a fait une assemblée constituante peut-être problématique, qui n'était pas sans doute faite dans les règles de l'art, mais on a eu quand même une assemblée constituante, on a rédigé une constitution. Depuis lors, on est sur la voie de cette transition démocratique. Alors, certes, il y a eu des ratés par le biais évidemment des élections, on peut dire crasé, même pas truqué, parce qu'il y a toujours eu des élections truquées dans ce pays. Même les élections, on dit quand les présidents d'Haïti étaient élus indirectement par la Chambre des députés ou par le Sénat, etc. Donc les élections étaient toujours truquées ici. Mais on a eu des élections noyées dans le sang à partir des premières élections. Après le vote de la Constitution de 1985, des élections noyées dans le sang. On a repris l'expérience. Le peuple, les citoyens se sont relevés. Ils ont massivement participé aux élections de 90, ils ont élu un président de la République. Encore une fois, les résultats sont noyés dans le sang à travers le coup d'État, évidemment, de septembre 1991. Le président est parti pour l'exil, est renvoyé en exil, et avec la mobilisation populaire des citoyens de plusieurs secteurs, de l'Église, des associations paysannes, des associations urbaines, des étudiants, l'université, etc. Donc cette mobilisation-là a facilité le retour du président Aristide. On est revenu sur la voie de la démocratisation, de la transition démocratique. Depuis ce moment-là, on a commencé à parler de dialogue national, de conférence nationale, etc. Depuis 1993, sur Malval, avec le retour de Aristide aussi, on a parlé de cela, mais ça n'a pas eu lieu. Donc en 93, en 94, en 95, le 95, c'est évidemment la percée de Turnep d'LP avec cette question de conférence nationale. Maintenant, après, en 2004, une fois encore, le président Aristide on lui a donné un coup d'État. Il est encore parti en exil. Donc il y a eu un gouvernement transitoire. Ce gouvernement a aussi parlé de conférence nationale, etc., de dialogue national, mais l'ONU a essayé d'orienter la chose vers un dialogue national. Il y a quelqu'un qui a été commissionné, Micha Gaillard, etc., etc. Donc ça n'a pas porté véritablement de fruits. Mais maintenant, encore en 2018, les gens sont revenus à la charge, ils parlent de conférence nationale souveraine. Mais le fait est que, de point de vue sociologique, il y a le croisement de deux dispositifs. Il y a le pouvoir en place qui a mis en œuvre, évidemment, qui a pris un arrêté, qui a mis en œuvre les états généraux sectoriels de la nation, et il y a une opposition politique qui réclame une conférence nationale souveraine. Mais dans ce cadre-là, c'est pas même bagaille que...
c'est pas un bagage parce que ou pas un gouvernement ou pas une dictature ou pas un gouvernement autoritaire ou pas un gouvernement qui font coup d'état qui prend pouvoir ou pas un gouvernement de transition. Les élections ont été certes problématiques, critiquables, mais c'était quand même des élections où un pouvoir qui arrivait à la tête qui arrivait à la direction du pays par le biais des élections. C'est que les élections sont, on peut dire, acceptées par les citoyens, même si on constate une forme de désenchantement, on ne pas le voter parce que tout simplement, il ne pas le voter par rapport à d'autres problèmes, de droits fondamentaux qui ne sont pas respectés, notamment de droits économiques et sociaux qui ne sont pas respectés, par rapport au désenchantement de mensonges, de fausses promesses, etc. Mais le fait est que nous sommes désormais sur la voie des institutions démocratiques. Je vais faire un petit campo pour nous garder. Justification, il y a ces effets de question conférence nationale. Pour moi-même, jusqu'à présent, qui pas Kembe, ou même comme sociologue et qui fait recherche et qui a participé d'ailleurs dans la question état général, ou va dire est-ce que il y a raison ou pas, en tout cas de point de vue par l'idée même que Haïti son pays côté gain division, Haïti et Mounio Abgoumen yo nan chirepit, faut que nous fassions réconciliation nationale, faut que nous aller vers l'unité nationale. Pour moi ça n'a pas de sens parce que ça n'a pas cherché comme idéal d'unité à bah quoi exister dans aucune société moderne. Est-ce que il y a raison ou pas? Oui, est-ce que yo assez bien justifié question qu'on fait? Non, mais c'est très mal justifié, ça ne veut pas dire parce que une société n'a pas fonctionner sans harmonie. C'est-à-dire que on met son harmonie relative, on met son harmonie relative, mais maintenant ça pas kembe parce que yo veulent faire harmonie par ce biais. Parce qu'on ne construit pas, on ne produit pas une société par décret. On ne dirige pas seulement une société par décret. Il y a un ensemble de valeurs qui doivent être partagées, un ensemble de normes qui doivent être partagées et acceptées, donc légitimées. Il y a évidemment une direction qui doit contrôler en quelque sorte la mise en œuvre de ces normes-là, l'application de ces normes-là en termes d'effectivité des normes, à la fois de normes institutionnelles, comme les normes judiciaires, comme les normes administratives, mais aussi des normes socioculturelles, des pratiques familiales, le traitement des enfants, le traitement des femmes, le traitement des minorités, le comportement par rapport à l'environnement, etc. Il y a un ensemble de normes que le pouvoir institué doit surveiller. Mais moun c'est que yo l'on rêve, yo l'on utopie totale, moun qui pensait que une fois que nous finissons de faire ça en conférence nationale, tout le monde a vu embrasser tout le monde a vu aimer tout le monde, le pays va, ce serait le paradis, donc ce serait un monde tout à fait, tout le monde serait beau, tout le monde serait joli, le monde idéal. La société idéale, ce n'est pas vrai. On ne peut pas faire. Aucune société n'a été faite de cette manière-là. De toute manière, on ne peut pas bannir les conflits dans une société. Toute société a des conflits. Maintenant, c'est la gestion des conflits qu'il faut voir. Mais maintenant, est-ce que la conférence nationale est une manière de gérer ces conflits-là? Ça peut être une base dialogique, une base de diagnostic, une base de recommandation, de remontrance, de doléances, etc. Donc, c'est ce que j'entrevois cela comme cela. Mais le fait est que moun sa yo kap parler de conférence nationale, yo gon l'autre bagaille en tête yo. C'est que son rebrassage, c'est comme si on était sous une dictature, c'est comme si on avait une guerre civile, c'est comme si on était un État où il y a plusieurs tribus qui n'arrivent pas à avoir des rapports économiques, culturels, sociaux, politiques entre eux. Ce n'est pas cela le pays. Donc moun sa yo kap parler de ça parce que quand nous voyons toute conférence nationale, nous voyons que yo gon assemblée nationale, yo éliminé l'Assemblée nationale, donc éliminer le Parlement, mandé pour le pouvoir exécutif en place. Allez, remplacer ces deux pouvoirs républicains, l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif, par une assemblée nationale composée de délégués d'associations, de secteurs, de lieux, de territoires, etc. Et ces gens-là vont se réunir, ils vont faire voilà ce qu'ils veulent bien, ils vont faire une nouvelle constitution. Ils vont faire une nouvelle constitution parce que ce sont des délégués. Mais je ne se pose pas de questions sur la légitimité de ces délégués-là. Est-ce que les gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest vont élire ces délégués-là? À travers quel mécanisme ils vont élire ces délégués-là? Quelle serait la légitimité de ces délégués-là? Ils ne se posent pas ces questions-là. C'est comme si on va faire ces délégués-là, vont renvoyer le pouvoir en place, ils vont pousser le pouvoir en place, le dirigeant, le président de la République à démissionner, à dissoudre le Parlement, ils vont s'auto-constituer un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, peut-être même un pouvoir judiciaire, parce que quand même, qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'on ne peut pas renvoyer
le Parlement renvoie le pouvoir exécutif et laisser le pouvoir judiciaire, parce que quand même, ce sont 3 pouvoirs qui sont très liés. À ce moment, est-ce qu'ils vont se constituer en juge, en Parlement, en exécutant, en exécutif, etc., par le biais de Premier ministre ou de président provisoire, etc. C'est ce qu'ils veulent faire. Et, in fine, élaborer une autre constitution. Son rêve. Parce que quand même, il y a des auteurs africains, des intellectuels africains, des chercheurs africains qui ont étudié les processus de ces conférences nationales-là. Ils l'ont bien dit. Ces montagnes de prétentions, ces montagnes d'illusions n'ont accouché que de petites souris, en quelque sorte. Donc ça n'a pas donné de grands résultats. Ces nouvelles constitutions, de toute manière, ils l'ont dit dans les recherches, ces constitutions sont toujours mal adaptées, donc sujettes à des interprétations diverses, donc des constitutions demeurant toujours conflictuelles. Et des problèmes ne sont pas vidés. Des problèmes liés au partage des richesses, des problèmes liés aux formes de domination, des problèmes liés à d'autres revendications sectorielles, tribales, etc. ne sont pas vidés. Or, sociétalement, sociologiquement, on ne peut pas vider ces revendications du jour au lendemain. C'est une manière de vous répondre, pour vous dire que la conférence nationale, c'est une belle idée, mais c'est une utopie. Donc, on peut la faire. Moi, je suis là, je verrai bien si on va la faire. Mais je sais, de par la pensée théorique, la réflexion, la raison, je sais aussi, je ne dis pas que je crois, je sais aussi de par des expériences qui ont été faites dans d'autres pays, notamment chez nos ancêtres, nos pays frères, chez nos frères africains, ça n'a donné que de piètres résultats. Parce que tout simplement, les véritables problèmes, la véritable solution n'est pas dans l'élaboration d'une conférence nationale souveraine qui s'autodéclare souveraine, qui va faire des réglementations, des règles, peut-être même des lois, des décrets, et qui va faire une nouvelle constitution. Et une fois tout cela, tous ces éléments-là constitués, mis en place, au lendemain de la conférence nationale, on va avoir une belle société, une société en développement. Dire cela, c'est ne pas connaître du point de vue scientifique, rationnel, ce que c'est que le développement. Donc ils l'ont dit parce qu'il y avait un collectif qui a été constitué en 2004. Le collectif ou la conférence nationale haïtienne souveraine. Ce collectif-là a produit des documents, etc., une modalité, des dispositifs, une méthodologie, etc. Mais jusqu'à présent, mais j'aimerais bien, en tant que chercheur, en tant que curieux, j'aimerais qu'on réalise cette conférence nationale-là et j'aimerais vivre 10, 20 ans après la conférence nationale pour pouvoir voir les résultats. Mais maintenant, les États généraux, alors, le rapport, la conférence nationale n'est pas possible. Est-ce que les États généraux sont possibles? Je ne vais pas pour cela, parce que je me la donne. Parce que moi-même, plus quoi dans l'État généraux sectoriel là que dans la conférence nationale là. Pour qui ça? Parce que il y a des objectifs différents. Il y a des objectifs en termes de pacification, de mise en scène, de discussion, de délibération, mais modalité d'organisation et objectif final. Parce que non, on État généraux, tant qu'il y a fait actuellement en France, de manière sectorielle, l'environnement, l'agriculture, la science, la bioéthique, etc. C'est la même chose, parce qu'il y a un pouvoir en place. Donc le processus démocratique est toujours là. Il reconnaît légitimité démocratique des dirigeants. Dirigeants dit que nous sommes trop loin de diriger. Maintenant, nous parlons consulter diriger. Nous pas prêter dans le palais, dans le Parlement, pour nous faire des diagnostics, des experts nationaux, internationaux, pour nous faire exactement, pour nous bailler des solutions toutes faites. Ça, nous pas le faire. Nous pas consulter la population. Nous pas le faire. C'est une enquête. Nous pas le faire en enquête. Nous pas le faire autodiagnostic. Autodiagnostic, non pas pour nous faire assemblée constituante, pour nous changer tout pouvoir, tout aller pour nous remplacer. Nous pas le faire. Un autodiagnostic pour mieux diriger, pour pouvoir contrôler, mieux redirectionner, mieux diriger les politiques, améliorer. L'objectif des États généraux sectoriels actuels, contemporains, c'est d'améliorer les politiques publiques, de démocratiser, véritablement démocratiser les politiques publiques, parce que tout simplement, il est constaté dans les grandes démocraties qu'il s'agit d'une démocratie d'experts. Une démocratie experte, c'est trop éloigné des populations, des citoyens. Donc ce sont les experts qui nous dirigent, ce sont les parlementaires, les dirigeants. Or, la population finit de mettre en place, population perd du contrôle. Donc pour diriger, reprendre confiance, il dit, on va demander soit penser de l'agriculture, soit penser de l'environnement, soit penser de culture. C'est ça qui est à général. Ça lui-même, lorsque je viens de ça, après enquête ça, résultat, aux données, ça, ou qu'à utiliser sur 10 ans, sur 15 ans, ou pas, toujours qu'à une élection.
Parce que la population participait dans plusieurs, nous avons fait 50% du travail, la population dit ça le voulait. Ils disent quel type d'élection le voulait, quel type de parlement que le voulait. Il n'a pas dit par les parlements. Il dit quel type de pouvoir exécutif que le voulait, quel type de pouvoir judiciaire que le voulait. À ce moment-là, un pouvoir qui arrivait en place, il prend de normes, de dispositifs législatifs pour le couler, évidemment, le dispositif ça, pour le diriger le pays. Une population dit pas de corruption, pas de pouvoir grand mangeur, etc. Donc, mais ça t'a dû mener vers une nouvelle constitution. Non, mais population, une nouvelle constitution, pas veut dire que renvoyer le pouvoir exécutif, renvoyer le pouvoir législatif, mettre à l'écart le pouvoir judiciaire, une nouvelle constitution. La nouveauté n'est pas toujours porteuse de bonnes choses. C'est parce qu'on aura une nouvelle constitution qu'on aura un nouveau pays, qu'on aura de nouveaux dirigeants. Non, mais il faut voir. Implémenter ça. Non, mais on a une constitution. Il y a des éléments problématiques là-dedans, mais c'est une bonne constitution. C'est pas la constitution qui fait payer. C'est monde qui a géré à l'aide de constitution qui plus problème non. Constitution qui a des petits problèmes en termes de relations entre les pouvoirs, en termes d'illusions, notamment sur la question des niveaux de pouvoir, les collectivités territoriales, le rapport entre les institutions, etc. Mais ce ne sont pas de graves problèmes. Mais changer une constitution, est-ce qu'on va changer d'hommes politiques et de femmes politiques ? Est-ce qu'on va changer, modifier rapidement les problèmes d'inégalité sociale? Les inégalités sociales sont créées dans ce pays. Le problème, est-ce qu'on va mettre dans la Constitution, l'État doit privatiser, doit nationaliser les biens du secteur privé? Est-ce qu'on va mettre ça là-dedans? Parce que le problème fondamental du pays, c'est un problème de développement, un problème de mauvaise gouvernance. Donc ce n'est pas une Constitution qui va régler le problème de gouvernance. Le problème, la crise, les conflits entre l'opposition et le pouvoir en place, c'est toujours comme ça depuis 30 ans. On a, à chaque fois qu'il y a un pouvoir, il y aura toujours une opposition qui se radicalise, qui fait des demandes. Une fois arrivé au pouvoir, l'autre qui était au pouvoir va se convertir en pouvoir, en force d'opposition. Et ainsi, on tourne en rond. Rien ne se passe. On s'enfonce dans la fange du sous-développement. C'est ça le problème. Le problème n'est pas seulement et simplement la Constitution, un problème de dirigeants, un problème de représentants. Donc, comment ces gens nous représentent? Comment ces gens dirigent ce pays-là. Donc, à l'aide des États généraux, on consulte, c'est la consultation d'ailleurs prévue par la Constitution, on consulte la population, on demande à la population de faire son propre diagnostic, de faire ses propres recommandations, de prendre des engagements pour l'avenir. Pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, on aura 4-5 présidents. Mais ce n'est pas la conférence nationale qui est une forme de révolution, mais une révolution de pacotille, évidemment, une révolution de paillettes. Ce n'est pas une révolution qui va faire, comme on a dit, qui va s'éclater quelques mois ou quelques années après. Ce n'est pas à travers une conférence nationale qu'on va sauver, seulement et simplement, qu'on va sauver un pays. Mais une conférence nationale peut être un moyen, pas le seul un moyen, mais ce moyen-là, il faut voir les résultats, il faut voir les mécanismes mis en place pour aboutir aux résultats escomptés. Merci beaucoup, professeur Lorvigny. À moi de vous remercier. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission pour pouvoir espérer numéro ça. C'était fort plaisir quand nous avons parlé sur la conférence nationale, État généraux et vraiment tout mécanisme nous avons utilisé pour nous faire un virage, pour nous changer l'État pays d'Haïti, pour nous mettre toutes gros questions sur la table pour nous discuter. Merci parce que vous êtes avec nous. À bientôt pour notre numéro. Au plaisir.